Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Marie-Alexine. Euh, on est aujourd'hui donc avec Marie-Alexine des équipes de 410. On voudrait vous parler d'un sujet très simple. Combien de temps ça prend de faire du SEO? Alors, on est arrivé à cette question partant du constat que le principal problème dans une prestation de SEO, la principale frustration, le principal enjeu, c'est de réussir à faire mettre en place les préconisations. Tous les jours, on constate qu'on a des clients qui prennent plus de temps que ce qu'on souhaiterait, hein. C'est frustrant quand on a travaillé sur un audit pour mettre en place les précieuses indications qu'on a communiquées. Alors, évidemment, quand c'est des indications qui sont de l'ordre du travail de développeur, ça, c'est des choses, on a des développeurs en interne, et puis les clients comprennent très bien que n'ayant pas ces équipes, eux, ils nous confient ce job et tout se passe bien. En revanche, dès lors qu'on est sur des préconisations plutôt opérationnelles, de contenu, de content marketing, de brand, etc., c'est plus compliqué parce que souvent, ils veulent le faire en interne. C'est ça. Et du coup, là-dessus, il y a plusieurs possibilités. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais vu que ça, c'est une frustration aussi chez eux, parce qu'ils ont envie de se l'approprier, mais pas forcément, il y a plusieurs possibilités. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sur combien de temps ça prend de faire du SEO. Alors, si on n'a pas le temps de mettre en place les préconisations que son agence ou son consultant nous a faites, qu'est-ce que tu préconises pour toi? Quelles sont les solutions? Il y a plusieurs solutions. On peut dans un premier temps recruter parce qu'on n'a pas forcément la main-d'œuvre en interne. On peut sinon la former, mais elle aura sûrement, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, elle n'aura pas forcément le temps de mettre en place, même si elle est formée, de mettre en place toutes les préconisations qu'on a faites. Et sinon, il reste l'externalisation, de faire appel à une agence externe pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, de laisser les clés du site internet pour pouvoir avoir la main dessus et pouvoir mettre en place les préconisations. Ok, alors oui, effectivement, en interne, c'est bien, mais seulement si les équipes ont du temps. Si elles n'en ont pas, c'est pas en ajoutant des tâches qu'elles vont le trouver. Et du coup, l'externalisation aussi, l'avantage, c'est que nous, on est formés au quotidien, on fait beaucoup de veille et on peut en faire profiter nos clients. Et puis, tout simplement, hein, c'est ton métier, donc Exactement. c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà. Alors, pour vous en dire plus, donc Marie-Alexine, qui fait partie des équipes de 410, on lui a déjà confié plusieurs projets en interne où elle a fait justement ce rôle-là. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un retour d'expérience sur combien de temps ça prend concrètement de faire du SEO. Ce n'est pas une figurante qu'on a pris au pif, c'est fort de notre expérience, combien de temps ça prend, et c'est tout le sujet des différents éléments que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Alors, quand on va commencer un chantier de référencement, le premier point forcément c'est de savoir ce que l'internaute veut, mais plutôt ce que Google souhaite afficher, et du coup de proposer une page qui va bien, c'est la fameuse intention de recherche. Alors, qu'est-ce que tu fais toi quand tu commences à regarder l'intention de recherche, que ce soit pour un mot-clé ou même un site plus global? On va aller regarder un peu, on va faire un benchmark, regarder un peu ce que fait la concurrence. On va aller voir quel format est attendu par l'internaute, que ce soit des vidéos, des photos, du texte. Et après, on va éventuellement produire tout ça. On peut s'aider à base d'IA. Et aujourd'hui, c'est primordial. Yes, et puis du coup, ces contenus, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Si on va parler de texte, on va peut-être d'ailleurs un petit peu découper les chantiers autour du texte que des médias, parce que ce n'est pas la même manière d'avancer. Du coup, sur une vidéo, par exemple, là, on est en train de faire une vidéo que vous regardez et on vous remercie. Mais si on n'a pas les moyens de faire cette vidéo, aujourd'hui, tu me parlais d'outils d'IA qui permettent très rapidement de faire des choses sans forcément se mettre soi en avant si on n'ose Non, pas. on peut utiliser un avatar, on peut utiliser même des avatars de plus en plus réels aujourd'hui. Il y a plein d'outils d'IA qui peuvent t'aider à faire une vidéo. Yes, et j'ai testé de m'avatardiser, hein, si on s'autorise le terme. Alors c'est très intéressant. La limite, c'est la tonalité de la voix, hein. Je ne vous ferai pas de vocalise, promis. Mais ça fait partie des possibilités et c'est très intéressant. Maintenant, combien de temps ça prend de faire une vidéo? Il y a quoi comme action autour de la vidéo pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, une vidéo, ça va être plus ou moins 4 heures entre la production de la vidéo, entre le montage, entre la publication sur les réseaux sociaux, mettre les différents tags, faire les différents formats de vidéo parce que ça ne va pas être les mêmes.
Donc ouais, 4 heures, on va dire, pour une vidéo. Ouais, et ça, on en parlait en préparant justement celle-ci. C'est même pour une vidéo de 2 minutes de longueur. Tout le travail qui est en amont, peut-être même d'écriture, de scénarisation et derrière de ces déclinaisons en médias, plateformes, publications, ça prend énormément de temps. Ça peut être même plus que 4 heures. Voilà. D'ailleurs, on essaiera de vous mettre en transparence le temps qu'on a mis au total sur cette vidéo en dessous pour que vous puissiez aussi vous projeter. Alors, on a parlé vidéo, mais on va revenir un petit peu aux fondamentaux du coup du référencement avec la partie texte. Donc toi, quand tu interviens sur des sujets, tu m'évoquais que tu avais donc 3 cas, la création, la mise à jour, alors retravailler vraiment, et puis quelquefois ajouter un petit peu de contenu, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un peu tout ça? Comment ça se passe? Combien de temps ça te prend? Alors ça va dépendre du texte et ça va dépendre de la thématique, mais ça prend plus ou moins 4 heures. On va pouvoir, dans un certain cas, des fois quand on va retravailler le texte, le réoptimiser parce qu'il colle plus forcément à l'intention de recherche. Des fois, on va devoir le désoptimiser. On va rajouter des call to action, on va venir retravailler le texte, ajouter un peu de copywriting. Ça va être, ouais, je dirais 4 heures pour un texte qu'on va retravailler ou qu'on va recréer de A à Z. Voilà, oui, ça c'est pour un texte. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire cette vidéo presque de sensibilisation un peu. Hein. C'est quand on se dit, bah voilà, je prends un jour de SEO par mois, bah, potentiellement on travaille 2 pages et c'est fini. Donc si vous n'avez pas le temps de faire vous les choses en interne, attention, prévoyez bien du temps à consacrer à ce genre de choses. Bon alors, en SEO, forcément, on va parler de balise title, de métadescription. Bon, pas un critère, mais qui va jouer sur un élément important, c'est le CTR. Cette chose-là, donc ces titles, c'est quelque chose qu'on va travailler. Alors souvent dans tous les audits, vous voyez, voilà, il faut retravailler vos balises titles parce que la longueur, elle évolue. Hein. Elle est trop courte, elle est trop longue. Voilà, puis les normes de Google évoluent Exactement. aussi par rapport à ça. C'est quoi les titles pour toi? C'est un one-shot? C'est quelque chose qui se fait dans le temps, dans la durée? C'est quelque chose de récurrent ça va aussi faire venir mettre un peu à jour la page. Donc on va les faire assez souvent, régulièrement. On va les faire, c'est ponctuel. S'il y a des soldes, par exemple, on va pendant le Black Friday, pendant les soldes, on va venir ajuster la title, on va venir enrichir sémantiquement, rajouter des mots-clés pour toujours améliorer le CTR. Et forcément, ce n'est pas du one-shot, quoi. Voilà, oui, ce CTR, ce côté de donner envie de cliquer, on rappelle que c'est un vrai critère en référencement. Si vous avez une title qui donne plus envie de cliquer que celle de vos copains du dessus, petit à petit, votre page, elle va gravir un petit peu les échelons et elle va pouvoir atteindre cette fameuse première place que vous cherchez tous. Voilà. Donc on bosse sa title de manière récurrente en gardant la sémantique et l'envie de cliquer. Alors dans un site, vous savez, chez 410, on adore tout ce qui est PageRank, maillage interne, obfuscation et même cloaking il y a quelques années. Le maillage interne, c'est un vrai chantier du quotidien, ça, qui prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on voyait, hein, pour prendre un exemple, donc le maillage interne, ça va vraiment être quelles pages font des liens vers quelles autres pages. Hein. Ça, tu paras, tu as passé beaucoup de temps sur un de nos projets là-dessus. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si on prend un site de 100 pages, ce qui est tout petit hein, par rapport à un site e-commerce qui peut faire plusieurs dizaines de milliers de pages, bah, ça fait 100 fois 100, 10 000 combinaisons. Voilà. Alors maintenant, si vous vous dites, bon, bah, moi j'ai un site de 100 pages, il y a 10 000 combinaisons, lesquelles je garde, lesquelles je ne garde pas. Toi, comment est-ce que tu fais sur ce genre de cas? C'est quoi un job de mailleuse interne? C'est un très beau terme. Nous, en fait, on a développé du coup un outil interne chez 410 qui va nous permettre de calculer la proximité sémantique entre 2 pages et du coup de favoriser les liens entre les pages qui ont une proximité sémantique forte. Et du coup, des fois, il y a des liens qui ont été faits entre des pages qui ne sont pas forcément proches sémantiquement parlant. On va enlever les liens. Et pour les pages qui le sont, on va rajouter des textes. Donc, on va devoir produire un petit peu de texte pour rajouter des liens, pour pouvoir mailler les pages les unes envers les autres. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça va être une journée à peu près par thématique. Et pour une thématique, on va dire de 50 pages environ. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. C'est une sacrée analyse. Et après, il y a aussi une autre partie qui va être sur le maillage. Donc là, on est sur du maillage, on va dire, éditorial, quand on est sur des blocs de texte facilement accessibles.
Après, vous avez tout ce qui émane de la partie audit technique sur des blocs sur lesquels vous allez travailler différemment. Par exemple, tout ce qui peut être des facettes en e-commerce, du fil d'Ariane, qu'est-ce qu'on met ou pas dans le footer quand on travaille, qui ça sont peut-être des choses qui vont nécessiter l'intervention de vos développeurs ou des nôtres, suivant comment on travaille ou pas encore ensemble. Mais c'est vraiment les deux sujets qui sont très cruciaux, le travail du maillage interne. Voilà. Et qui prend du temps. Yes. À propos de lien, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo, du coup, la partie netlinking, qui est encore un autre sujet, mais ça en fait partie. Bon, quand on parle de SEO, on a un petit côté hack, on a envie de gagner en visibilité. Il y a un des points qui se fait bien, c'est tout ce qui va être le travail des données structurées, hein. Vous le connaissez tous avec les histoires des étoiles pour les avis produits, pour les recettes. Vous avez peut-être partie des gens qui regrettent la disparition des FAQ, qui était quand même un peu abusé. Il faut le reconnaître en termes de place prise. Mais ça joue aussi sur le CTR, etc. Et donc, après, ça ne joue pas que là-dessus, aussi sur le graphe. Sur le graphe de Google, on va créer notre propre entité. Voilà. Et ça, c'est un job. Bon, tous les chantiers des données structurées, c'est un peu du one-shot entre ce que tu vas produire toi et ce qu'on va donner aux devs. Mais est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus sur ce que tu vas faire dans ces chantiers-là? On va aller faire une analyse de la SERP, de ce qu'on peut mettre en place. Et on va aller les écrire pour après pouvoir justement les mettre en place sur le site et pouvoir gagner en visibilité, gagner un petit peu de place en fonction du site. Yes, alors attention là-dessus à ne pas faire n'importe quoi et surtout à regarder ce que Google accepte de prendre en compte ou pas, hein, parce que des fois on peut avoir des mauvaises surprises et dans les temps les plus sombres des tentatives, il y a quelques pénalités qui ont pu sortir sur des trucs un peu trop violents, donc attention, y aller intelligemment. Voilà. Je n'ai pas dit parcimonie, j'ai dit intelligemment. Yes. Alors, on parle beaucoup chez 410 de e-commerce, mais le e-commerce bien fait, il s'appuie aussi sur un réseau de distributeurs ou même de boutiques physiques, hein. Et qui dit boutique physique dit SEO local. Alors bien sûr, vous allez mettre des liens ou des mises en avant de vos fiches My Business dans vos pages boutiques. Mais du coup, il y a un petit temps à prendre pour s'occuper de sa fiche établissement. Combien de temps ça prend, cette action de SEO local pour toi? Entre la créer, la mettre à jour, remplir l'intégralité des champs, générer les avis, les administrer, les avis clients, on va dire 4 heures pour une fiche Google My Business. Yes, et puis avec évidemment, on va récolter tous les médias, parce que c'est intéressant de l'enrichir avec pas mal de photos. Puis en plus, si on est sur un truc visuel, ça prend plus de temps pour aller mettre des photos des plats, si on est sur un restaurant, etc. Hein, forcément. Ça peut être vite long à remplir tous les champs. Voilà, et puis la partie des avis, c'est un peu tous les mois qu'il faut penser à les modérer. Donc voilà, et puis après, il y a toujours le côté de est-ce qu'on publie des contenus neufs dedans, etc. Donc ça peut vite prendre aussi là un petit peu de temps, mais c'est vraiment crucial pour si vous avez une démarche locale. Et pareil, hein, c'est des choses que tu vois en intention de recherche, parce que là-dessus, il y a de la recherche locale et du coup d'être capable de dérouler. Alors, quand on fait du référencement, on s'intéresse forcément aux critères qui vont impacter. Donc, on a parlé de technique jusque-là avec ce qu'on confie aux devs, on a parlé de contenu, de sémantique. Ici, il y a forcément derrière le netlinking, dont on va parler juste après, mais il y a un critère en termes de vote de popularité aujourd'hui qui est le temps que les gens vont passer sur votre site et la quantité de gens qui vont venir. Alors, vous allez me dire, c'est un cercle vertueux en théorie, mais on peut forcer un petit peu la main à Google pour le comprendre, on va dire. On peut forcer le destin, dirons-nous, en générant du trafic avec différents leviers. Donc là-dessus, qu'est-ce que tu préconises, toi, pour générer plus de trafic vers des contenus qu'on vient de créer? Il va y avoir la publicité, il va y avoir le partage sur les réseaux sociaux, faire du contenu, le planifier à l'avance parce que ça prend du temps bien évidemment. Et si on veut un contenu régulier et que les gens viennent, ça va être de la planification et forcément les gens vont venir et donc ça va être un critère de ranking pour Google. Yes, et tu l'as dit, tu as parlé de publicité. Ça pose aujourd'hui la question, à laquelle on répond en le disant évidemment, mais quand on fait de la pub, de ne pas forcément avoir des landings qui soient séparés de celles qu'on va viser en SEO, parce que du coup, ce trafic qui arrive sur la page SEO, c'est aussi un critère pertinent. Voilà. Puis il y a un petit levier, moi, que j'aime bien travailler, qui est souvent sous-estimé aussi, c'est la partie emailing. Voilà. Donc, pas hésiter, du coup, pas faire une newsletter pour faire une newsletter, mais à faire une newsletter récurrente où vous dites, voilà, les contenus que vous avez produits ce mois-ci pour envoyer, du coup, votre audience email
allez les consulter. Vous savez qu'elle est intéressée, que vous ciblez juste en plus avec ça. Donc, n'hésitez pas à pousser ça. C'est aussi un levier intéressant. Voilà. Bon, on vient de parler de notoriété qu'on va drainer vers les gens. Mais du coup, si on veut parler de notoriété plutôt mécanique, tu me vois venir, on va parler de backlink, forcément. Quand tu vas faire du backlink, toi, qu'est-ce que tu vas préconiser aux clients et avoir une idée de ce qui peut être le plus rapide ou pas? Je parle en termes de temps de mise en place, hein, pour rester sur le sujet de la vidéo. Sur quoi tu pars, toi, et qu'est-ce que tu conseilles en ratio de ROI? Alors, pour les liens, déjà, ça va mettre du temps parce qu'il y a plusieurs façons de faire. On va aller négocier des liens avec les clients, les fournisseurs, les partenaires. Donc ça peut prendre du temps. On peut aussi faire de l'échange de visibilité avec des tiers, avec des blogs qui vont parler de la même thématique. Ça va prendre beaucoup de temps de négociation, d'échange de mails et de validation des contenus aussi beaucoup. Yes, c'est un des sujets, ça, le côté de... Le temps va varier en fait en fonction des cas parce que autant sur des plateformes c'est facile de dire C'est ça. voilà je veux tel lien, tel contenu, machin, ça, mais autant avec des partenaires ou des clients Ça va être plus long. encore plus intéressant, mais ils sont peut-être moins initiés au sujet et donc du coup il y a un effort de pédagogie qui est plus complexe. Donc il faut savoir où on met le curseur. Tu fais très bien Exactement. de différencier les deux. Ouais. Parce que sinon, on peut effectivement aller acheter du lien et là, on va aller mesurer les KPI, on va aller voir des sites qui ont forcément une autorité. Donc là, ça va être un peu plus facile, même si ça prend du temps, de vraiment choisir le bon site qui va produire le bon contenu dans la thématique qu'on souhaite. Mais ça prend du temps, même si négocier, c'est encore plus long. Yes, et puis sur les plateformes, un des points qui est important, c'est tout le suivi que tu fais derrière. C'est ça. Parce que sur des plateformes, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des gens qui aient monté des sites juste pour vendre du lien et que le site puisse disparaître. Donc toi, sur cet aspect, on pense souvent à l'achat, mais il y a l'aspect suivi derrière. Qu'est-ce qu'il est important de suivre et comment est-ce qu'on le suit pour toi derrière sur ces liens? Déjà qu'un lien soit à durée de vie du site, qu'un lien ne disparaisse pas au bout de 3 mois, 4 mois, que le lien soit bien do-follow, bien sûr, que le lien reste bien indexé, parce que forcément, s'il désindexe, c'est plus intéressant. Et voilà, que toujours un peu surveiller si tout ça reste bien en place. Yes, et puis ça, donc nous, on a créé une plateforme chez 410 pour faire vraiment un suivi reporting des liens et faire ce suivi dans la durée parce que un lien qui passe en nofollow ou ce genre de choses ou qui disparaissent, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et du coup, ça permet de faire un vrai suivi dans la durée. Donc, ce n'est pas que l'action de récupérer les liens, c'est aussi le suivre dans le temps et ça fait partie du job. Donc voilà. Sur les autres possibilités de faire du lien, on est obligé de parler un petit peu de Ninja Linking. Forcément, c'est tous les liens qui vont être forums, etc. Donc c'est hyper intéressant, c'est thématisé. Ça prend un temps énorme. Nous, on préconise plutôt de sous-traiter si vous n'êtes pas habitué, parce que ça nécessite une vraie veille, un suivi, ça prend du temps de mise en place. Ce n'est pas la chose la plus simple à aller manipuler, on va dire, en termes de référencement. Et sinon, vous avez une autre solution, moi c'est une que j'aime bien. Alors là, en termes de temps, attention, on explose les compteurs, mais c'est peut-être la plus puissante. C'est celle de gérer vraiment votre propre réseau, vous, pour être du coup capable d'avoir une vraie maîtrise, une vraie autonomie sur les liens que vous allez créer, de créer votre propre média annexe. Alors, ce n'est pas forcément sous votre marque, hein, ça peut être sous quelque chose de complètement à part. Mais attention, ça prend du temps parce qu'il faut aussi gérer le SEO de ce site, le technique de ce site, etc. Mais là, vous avez une vraie plateforme intéressante qui peut paraître neutre et qui peut être du coup un vrai aimant à lien elle-même parce qu'elle n'est pas identifiée vente tout de suite. Voilà. Donc, petit point à bien maîtriser, mais potentiellement très puissant. Alors, quand on démarre un projet, il est coutume de le démarrer par un bon vieil audit SEO. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça prend une photo, une radiographie, on va dire, à l'instant T, mais un site, c'est une matière vivante. Et du coup, ça nous donne un plan d'action déroulé, le temps que tout se mette en place, que potentiellement on se rende compte qu'on a besoin d'aide pour le faire. Hein, c'est aussi le sujet de cette vidéo. Mais pour moi, se dire qu'on fait un audit et puis derrière on déroule et on ne regarde plus, je pense que c'est une erreur. Pour toi, il faut refaire une passe sur un audit
sur tout un tas de points, à quelle fréquence? Un audit complet du site, on va dire tous les 6 mois. Après, c'est vrai qu'on peut en faire un à peu près tous les mois pour vérifier que les webperf n'aient pas bougé, si on a changé quelque chose sur le site, pour aller vérifier les 404, pour aller vérifier tout un tas de choses comme nos balises title, bien sûr, qui ont été modifiées, le poids de nos images. Voilà, un petit crawl avec Screaming Frog tous les mois, ça fait pas de mal. Yes. Oui, évidemment, sur ce côté-là, ça va dépendre, je pense, du nombre de gens qui interviennent sur le site, en fait. Plus vous avez des équipes multiples et que vous êtes sur un projet avec une vraie ambition et beaucoup de monde, plus vous êtes susceptible de trouver des petits trucs qui ont bougé sans forcément avoir eu l'info. Donc, c'est pour ça qu'un vrai suivi est pertinent. Et même souvent, je vois, plus on est sur des grosses structures, plus on va travailler du coup avec de l'analyse de log aussi. Alors, l'analyse de log, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut savoir y aller avec parcimonie et il ne faut pas aller se noyer dedans. Il y a plein de choses qu'on peut voir autrement, mais ouais, une petite analyse de log de temps en temps, ça fait pas de mal et ça permet de découvrir des choses qui peuvent être passées à la trappe d'un Screaming Frog. Donc à faire, mais pas tout miser sur l'analyse de log parce que c'est long et c'est coûteux. Et attention. Alors, on vous a parlé de tout ce qui se décide au moment de l'audit, de toutes les actions qui sont opérationnelles dans la durée, mais si la vie n'avait pas d'imprévu, elle serait quand même beaucoup moins drôle. Et en référencement, comme ailleurs, des imprévus, on a notre lot quotidien. Oui. Voilà. Et du coup, le premier qui me vient à l'esprit, dans un petit suivi de position, allez, une petite cannibalisation, hein? Ça arrive souvent. Voilà. Peut-être que tu peux redéfinir la cannibalisation pour La les gens? cannibalisation, c'est quand on va avoir deux contenus qui vont se positionner sur un même mot-clé. Du coup, Google, il ne va pas forcément savoir quel contenu il va choisir. Et on a un contenu qui va baisser en positionnement alors que c'est celui qu'on voulait faire ranker. Et un contenu qu'on ne voulait pas faire ranker sur ce mot-clé va se positionner bien mieux que l'autre. Voilà, donc ça c'est du coup dans les mystères de comment Google comprend. Donc il faut l'aider à plus avoir de doutes, hein. Donc là il y a tout un travail de mise à jour de contenu, d'intention, hein, comme on le disait tout à l'heure. Redirection, suppression, voilà, des arbitrages à faire. Et ça c'est vraiment du quotidien parce que déjà, quand on est dans ces cas-là, c'est-à-dire que Google déjà réagit pas comme on voulait qu'il réagisse, qu'il a décidé d'en faire qu'à sa tête, et du coup, il faut suivre vraiment pour réévaluer l'arbitrage qu'il a fait, le nouvel, et peut-être réorienter, etc. C'est pas une affaire de quelques minutes, malheureusement. Mais comme on disait tout à l'heure, on va réoptimiser le contenu, on va le sous-optimiser, on va le désoptimiser parce qu'il a été suroptimisé, on va faire des choix d'arbitrage en fonction. Yes. Et effectivement, ça prend du temps. Un autre cas qui est à veiller au quotidien et qui peut être inattendu, c'est une baisse de ranking d'une page, à la base inexpliquée. Du coup, il faut chercher pourquoi. Et l'un de ces cas, ça peut être que quelqu'un a eu la bonne idée de vous piquer votre contenu avec ce bon vieux duplicate content. Et si c'est fait par un site qui a plus d'autorité que vous, c'est vraiment gênant. Voilà. Des fois, il y a des gens qui se font du propre duplicate content. Ça, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite sur les marketplaces et le duplicate content. Mais attention, des fois, ça peut juste être des choses malveillantes ou alors un stagiaire qui ne sait pas qu'il n'a pas le droit dans une autre boîte et qui fait du copier-coller, hein. On a tous connu cette situation. Et du coup, ça prend du temps pour potentiellement faire une DMCA ou même aller prévenir la boîte avec plus ou moins d'énergie, dirons-nous, que ça serait sympa de très vite arrêter. Voilà, mais pareil, c'est du temps humain de contact, etc. et qui nécessite pas mal de choses. Voilà. Bon, si on partait sur tous les aléas du référencement, je pense qu'on y est encore demain et on n'aura peut-être plus assez de batterie dans la caméra. Donc, histoire de résumer un petit peu en conclusion, on va avoir du temps initial qui va être nécessaire pour l'audit. On a du temps un petit peu au quotidien qui va être sur du contenu, de la création et de l'analyse vraiment sur quoi faire et comment modifier par rapport aux autres. Ça. Et toutes ces choses-là, si on a vraiment de l'ambition, c'est important de se dire que souvent la coutume, c'est de dire une journée de SEO par mois et c'est bon, c'est une erreur. C'est l'objectif de débunker ça dans cette vidéo. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, si vous avez de l'ambition, il y a plein de boîtes qui ont un, voire plusieurs SEO en interne. Si vous avez une vraie ambition, vous le savez, maintenant, vous pouvez faire toutes les additions de ce qu'on vient de dire
Mais globalement, avec un peu d'ambition, ne serait-ce qu'un mi-temps, ça va très rapidement être quelque chose de pertinent. Je vois, nous, quand tu as travaillé sur l'un de nos sites, tu y as travaillé quasiment à mi-temps pendant 3 mois et tu n'as fait que ça et sur un site de 100 pages. Que ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée, c'est un retour d'expérience sur ce qu'a fait Marie-Alexine, qu'on a formé chez 410. Donc c'est dire si elle a l'habitude de faire les choses. Voilà, donc dites-vous bien, si vous voulez investir sur le référencement, qui est quand même 50% du trafic de la majorité des sites dans le monde aujourd'hui, c'est ça, ce temps-là qu'il faut passer, et c'est ça l'info, à combien de temps ça prend de faire du SEO. Voilà. Et du coup, si vous n'avez pas forcément le staff en interne ou la capacité à recruter, ou vous ne souhaitez pas recruter, bah, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez faire appel à nous, que ce soit moi, que ce soit Marie-Alexine ou Christophe qui est derrière la caméra. Et du coup, on sera ravis de vous aider à définir un vrai plan d'action qui peut vous aider sur comment avancer, à quel rythme, sur votre site, parce que la mise en place des préconisations, que ce soit celles remontées par vous ou par nos équipes, c'est vraiment ça qui va être game changer et qui va faire en sorte que votre site décolle enfin. Voilà. Merci Marie-Alexine. Merci Patrick. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo sur 410.